débat 24 Afrique. C'est maintenant. Au vu de la loi, je pense que l'attaque, pour ne pas dire l'arrestation de Nicolas Maduro, président de la République du Venezuela, est illégale. Mais je ne condamne pas. Pourquoi pas avoir le distinguo? Non, il n'y a pas question de distinguo. Je ne condamne pas, je veux être cohérent avec moi-même. Quand la Russie a annexé la Crimée et après, aujourd'hui, est entrée en guerre frontale avec l'Ukraine, je n'ai pas condamné. Donc, je ne veux pas avoir une condamnation à géométrie variable. Je dis c'est illégal, mais je ne condamne pas. Quand je finis de dire cela, il est important pour nos téléspectateurs de connaître en fait les motivations officielles. D'abord, que disent les États-Unis? Ils disent qu'ils veulent restaurer la démocratie. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, les États-Unis ont toujours estimé que les élections qui se sont passées en 2018 au Venezuela ne respectaient aucune règle dans les standards, des standards démocratiques au niveau international. La troisième des choses, c'est qu'ils disent lutter contre le narcotrafic et ils ajoutent un mot qui est très important, le narcoterrorisme. Et pour ceux qui ne le savaient pas encore, je vais l'ajouter dessus, c'est que le 26 mars 2020, le département de la justice américaine avait inculpé Nicolas Maduro et je pense bien 14 des hauts cadres de son administration pour trafic de drogue et corruption. Et donc, selon eux, toujours, l'instabilité criarde au Venezuela constitue pour eux en fait un terreau fertile pour la criminalité transfrontalière. Et l'autre chose, c'est que cette insécurité-là a des retombées sur les Caraïbes et sur les États-Unis. Donc, quand on finit de donner les motivations officielles, je pense que je vais essayer de faire un peu comme à TED. Il faut aller dans la motivation géopolitique et géostratégique. Parce qu'au-delà du discours officiel, les motivations structurelles sont connues de tout le monde. Voilà. Le contrôle de l'hémisphère occidental. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'aujourd'hui, les États-Unis sont en train d'appliquer une loi historique qu'on appelle la doctrine Monroe. Et cette doctrine Monroe vise à empêcher l'implantation durable de toute puissance rivale dans sa sphère régionale. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Je pense qu'Élysée l'a si bien dit. Ce n'est pas la première fois que ce genre de choses arrive. Ils estiment que dans leur posture, ils se sentent menacés. Et si je me sens menacé, même si, comme je l'ai si bien dit dès l'entame, c'est illégal, mais lui, il va être le premier à attaquer pour se protéger. Et on le sait tous que le Venezuela entretient des relations stratégiques avec la Russie, avec la Chine, avec l'Iran. Et quand on prend ces trois pays, je pense que nous ne sommes pas des enfants. Ici, il faut savoir que les relations entre ces trois pays et les États-Unis, c'est assez complexe. Donc, pour chuter, c'est sur ça que je vais terminer, l'intervention des États-Unis au Venezuela et précisément à Caracas, on peut la comprendre d'un point de vue géopolitique et géostratégique, mais pour moi, ça demeure illégal et je ne condamne pas. Réaction justement sur le point de vue de Daouda. C'est un point de vue assez intéressant pour nous qui faisons des recherches sur ces sujets-là. C'est vraiment intéressant, mais alors ce que les grandes nations avaient prévu pour ne pas qu'on retourne dans la situation de guerre qu'on avait vue pendant la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, c'était de mettre en place une structure supranationale qui est au-dessus des nations et qui permet de régler les conflits. Alors, lorsqu'on fait sauter le verrou de cette organisation supranationale, je veux parler de l'ONU, en violant ces textes, on ouvre une boîte de Pandore. Et c'est vraiment risqué parce qu'aujourd'hui, tout le monde a l'information, nous savons où sont les ressources stratégiques de tous les pays et il suffit qu'un pays soit militairement, au plan de la population, au plan économique, au-dessus d'un autre ou d'un ensemble de pays qu'il peut penser faire la même chose. Donc on entrerait dans une ère où chacun taperait sur l'autre. Ça, c'est le premier élément. Mais deuxième élément aussi, la doctrine Monroe était
là pour une période bien précise. Les États-Unis sortaient d'une situation, donc ils avaient voulu refaire les choses. Bon, ça c'est, on essaie de prendre cela comme un prétexte et puis remettre les choses en place. Par contre, l'élément qui est très intéressant à regarder, c'est un document qui a été publié il y a 2 ou 3 semaines. La politique nationale de sécurité. La politique nationale de sécurité. Et dans ce document-là, moi je pense que Donald Trump avait été assez clair déjà les couleurs sur les démarches qu'il allait entreprendre, les prochaines cibles, comment il allait coopérer avec les différentes sphères, les différents pays et tout ça. Donc il fallait faire attention un peu à tout ça et puis prendre ses dispositions. Mais bon, le Venezuela lui-même a ses fragilités internes, donc je pense qu'à travers ces fragilités internes, il a pu être déstabilisé. C'est cela. Élisée Boulouba, avant d'avoir votre point, la Colombie réagit. Le président colombien, ancien guerrillero, a déclaré qu'il allait reprendre les armes en réponse aux menaces de son homologue américain, Donald Trump, sur fond évidemment de tensions dans la région. Oui, ben, ça s'explique, hein, parce que quand vous regardez un peu les pays inscrits à l'agenda des États-Unis dans le cadre de sa lutte contre ce qu'ils ont appelé le narcotrafic et tout ce qui va avec, et la Colombie fait partie. Donc, aisément, le président il se dit, s'ils ont réglé le compte du Venezuela, certainement, je pourrais être le prochain. Donc, pourquoi ne pas dire m'apprêter éventuellement pour riposter. Mais déjà, il est important, depuis qu'on parle quand même, je crois que de revenir sur cet élément-là. Parce que c'est vrai que les États-Unis ont fait cette opération, on regarde l'opération en elle-même, mais les États-Unis ont justifié pourquoi une telle opération. Et il est important quand même qu'on le dise. Allez-y. Les États-Unis estiment, hein, en tout cas quand on écoute la ministre de la Justice américaine, Pamela Bondi, elle explique en fait que le président Maduro et son épouse ont été capturés afin de répondre de faits de narcotrafic. Et de narcotrafic et d'exportation de drogue, de cannabis, de cocaïne sur les États-Unis. Donc, les États-Unis justifient cette opération-là comme une opération sécuritaire parce qu'ils estiment que voici un pays qui achemine vers son territoire de la drogue. Et quand on regarde un peu aujourd'hui le niveau de montée de violence aux États-Unis avec de temps en temps ces tirs qu'on a soit dans des établissements, dans des lieux de rencontre et tout ça, les rapports qui ont été faits à la suite de très souvent ces tirs et autres ont ramené la question de la drogue au centre même du débat. Surtout les violences qui sont montées d'un cran dans certaines grandes villes aux États-Unis. Avec la personne du président Maduro au centre de ces points. Bon, non, je vais y arriver. Mais je vais dire que c'est la drogue. La drogue a été ciblée comme l'un des éléments essentiels de la montée de la violence aujourd'hui aux États-Unis. Avec des groupes qui sont organisés et qui aujourd'hui deviennent des groupes de plus en plus puissants à cause de la drogue. Et quand les États-Unis ils mènent leur investigation, voilà l'un des pays à partir duquel la drogue est acheminée vers les États-Unis et de façon assez conséquente. Et tout ça, il y a eu des menaces, il y a eu des interpellations et autres. À un moment donné, Trump, quand il arrive, c'est vrai, les présidents précédents avaient déjà ses rapports, mais Trump, quand il vient, il dit non, lui, combat, vraiment, il en fait un cheval de bataille, la lutte contre le trafic, contre le narcotrafic et tout ça. Et donc, il a dans la ligne de mire le Venezuela qui reste un pays important, d'où part la cocaïne vers les États-Unis. Donc, voici l'une des raisons qui fait que les États-Unis décident donc de s'en prendre au Venezuela. Ils ont interpellé les autorités américaines, en tout cas selon le rapport à notre possession. Vénézuélienne, pardon, à plusieurs reprises. Ils ont estimé ne pas avoir d'interlocuteurs crédibles et surtout d'avoir en face des personnes qui les narguaient. Donc ils ont décidé de prendre leurs responsabilités. Voilà comment ils justifient le fait qu'ils soient descendus dans l'arène aujourd'hui pour régler ce problème-là et puis capturer le président vénézuélien. Pour eux, c'est un signal qu'ils donnent à tous ces pays-là qui sont suspectés à tort ou à raison d'acheminer, d'être des pays pourvoyeurs de drogue vers les États-Unis, pour leur donner un signal, pour leur dire, ben, nous, on ne va pas laisser faire, on est capable d'aller jusqu'à même capturer le président de la République, et puis vraiment l'envoyer aux États-Unis pour qu'il soit jugé. Pour rappel, aujourd'hui même, Maduro et son épouse devaient passer devant la justice américaine. Alors, la question justement que se posent certains observateurs, c'est est-ce que le droit international ne règle pas ces questions dont Élisée en a parlé tout à l'heure? Si on découvre par exemple que la personne, un exemple du président Maduro est impliqué dans des cartels et tout qui fournissent les États-Unis, est-ce que le droit international ne règle pas cette situation-là que d'avoir ce qu'on a eu, M. Azuma et puis le droit pénal, normalement, règle toutes les situations, parce que toutes les situations, les infractions sont couvertes, que ce soit au plan national ou international.
Mais déjà, il faut remarquer, il faut noter, souligner que traverser l'espace aérien d'un pays, traverser sa frontière sans son accord est déjà... un acte de guerre. C'est vraiment illégal. Ça choque les principes des Nations Unies, les principes pour lesquels les pays se sont mis ensemble pour dire on se met ensemble pour éviter au monde des charniers qu'on a connus auparavant. Le pays en question n'a pas réagi, hein, d'où les complicités. Le pays, le Venezuela? Tout à fait. Oui, mais il y a eu dans tous les systèmes, il y a toujours des complicités. Mais j'aimerais qu'on regarde un peu aussi la situation. OK, il y a eu changement de régime, ou du moins, il y a eu le président qui a été enlevé. On a deux situations qui peuvent se présenter. Ou bien la situation interne va tourner à la guerre civile, parce que normalement, il a ses partisans et il a ses opposants qu'il a accumulés au fil de ses pouvoirs, parce que lui-même aussi, c'était un pouvoir avec une main de fer. Ça, c'est clair. Il y a cette proposition, mais il y a aussi la proposition de dire, au lieu qu'il y ait une guerre civile en interne pour ne pas que le pays soit contagieux pour les autres qui sont, et que toute la sous-région s'embrase, il va falloir essayer d'aider ce pays à se constituer une démocratie. J'insiste là-dessus. Dans le chaos, on peut toujours aider à sortir le meilleur. C'est pendant les crises qu'on essaie de refaire les structures, de refaire les pays pour que ces pays-là puissent mieux se porter. Herman? Tout à l'heure, dans le développement de Marius Komo, il a noté un aspect, la jurisprudence. En fait, aujourd'hui, c'est pas tant que les États-Unis n'ont pas d'éléments pour justifier, pour motiver leur action, mais c'est quelles leçons les populations du monde tirent de cela? Ou bien qu'est-ce que d'autres, cette envie de dominer, d'hégémonie? Non, je veux dire, d'autres personnes peuvent récupérer cela et puis le faire. Aujourd'hui, il se trouve qu'on a des leviers juridiques qui nous permettent de régler certaines situations, mais on voit que des États qui sont puissants, c'est la forme de l'impérialisme en réalité, des États qui sont puissants, par leur force, peuvent venir imposer, parce qu'eux, ils ne sont pas d'accord au nom de la doctrine Monroe, on peut même revenir là-dessus. Mais est-ce que la doctrine Monroe, c'est une doctrine adoptée par le Conseil des Nations? Non. Aujourd'hui, lorsqu'on rend quelqu'un responsable pénal, lorsque c'est lui qui a effectivement en faute sur une action. Aujourd'hui, on dit que le président ou bien le Venezuela achemine. Non, je dirais laisse acheminer. Mais est-ce que si les citoyens vénézuéliens sont dans un trafic, dans un narcotrafic ou un narcoterrorisme, est-ce que c'est l'État vénézuélien qui est responsable de cela? Voici des questions. Mais aujourd'hui, l'effet boule de neige dont on parle, on peut aller dans d'autres zones du monde. En Afrique, souvent, on n'a pas de levier en termes de défense et autres. Donc, un État, puissant qu'il est, peut venir enlever, enfin, je ne dirais pas enlever, prendre un chef d'État et partir à lui et puis dire que non, les Ivoiriens ou bien les Burkinabés n'ont pas respecté cela. Voici le danger. Et c'est ce qui fait un peu peur. C'est pourquoi les nations ont mis en place des systèmes des dispositifs pour pouvoir rester dans une certaine mesure. Est-ce qu'on dit, effectivement, on est puissant, mais il faut quand même respecter les autres petits États qui essaient de suivre. Alors, justement, pour terminer notre conversation de ce soir, le next step, justement, dans cette affaire, et puis quel regard, in fine, vis-à-vis de l'Afrique? Parce qu'on voit pas mal d'écrits d'Africains qui estiment qu'attention, ce qui est arrivé là-bas pourrait arriver partout, même sur le continent. Déjà, il faut que nos pays africains apprennent à structurer leurs institutions et à les rendre fortes. C'est le meilleur paravent pour se prémunir de ce type. Est-ce que chez Maduro, c'était pas fort bon, je n'ai pas voulu l'accuser, mais il y a eu beaucoup de choses. Des dysfonctionnements internes. Des dysfonctionnements, il y avait des rivalités, des élections qui n'étaient pas soldées, il y a eu beaucoup de choses, des morts, des enlèvements, il y a eu beaucoup de choses. Mais c'est parce que si on veut mettre cela en rapport avec l'intervention, ce ne sera pas équitable. C'est pour ça que je n'en parle pas. Mais donc,
nos pays doivent faire attention à la construction et à la consolidation de leurs institutions. C'est les institutions qui sont les paravents solides pour un pays. Ce n'est pas les hommes. Les hommes, ils passent, mais les institutions restent. Il faut travailler à consolider les institutions. Et ça, c'est un travail qu'on fait tous ensemble. Voilà, qu'on soit de l'opposition, qu'on soit au pouvoir, qu'on soit une structure dominante, une structure commerciale, économique, qui a du pouvoir et tout ça, c'est un travail qu'on fait ensemble. Sinon, lorsque ça éclate et que ça dégringole, c'est tout le monde qui perd. Voilà. Très bien. Et donc vous nous dites que le monde pourrait ne pas avoir cette fameuse troisième guerre mondiale annoncée par certains observateurs suite à cette action des États-Unis. Je pense que l'entente est jusque-là bien conservée entre les pays qui ont mis en place l'ONU, les pays qui se sont parlé. Parce que, alors, ceux qui professent la troisième guerre mondiale... Peut-être par inquiétude. Non. Ils n'ont pas bien étudié ni bien compris les conséquences de la première et la deuxième guerre mondiale. C'était des hécatombes, c'était des holocaustes, c'était invivable, c'était inimaginable et c'était d'une horreur immonde. C'est pas des choses auxquelles on peut même penser et tout ça. Je pense que les structures qui sont mises en place aujourd'hui, les accords, peuvent permettre qu'on ne bascule pas dans cette situation qui serait vraiment catastrophique. Pour vous dire quelque chose, le niveau d'armement de chacun de ces pays... Donc les États-Unis, la Russie... mais imaginez même l'Inde, l'Inde, le Pakistan, la Corée du Sud, la Chine, même l'Afrique du Sud, l'Égypte a 9 académies militaires, l'Éthiopie est aussi armée. Voilà, le Nigeria, l'Algérie, tous ces pays. On ne peut même pas imaginer. Imaginez ça, c'est en Afrique. Bon, prenez le Brésil, prenez la Russie, prenez l'Europe. Voilà, donc c'est pas vraiment le moment de mettre, voilà, c'est pas le moment de mettre du feu, hein, voilà, vraiment parce que tout va exploser. Donc, il faut aller doucement. Quand il y a des cas, on les circonscrit, on les traite. Et puis, on essaie... Donc, comme vous l'avez dit, négociation, réunion... C'est la seule possibilité. Des condamnations, Marius Komoué? Oui, des condamnations comme on l'observe en ce moment. Parce que, n'oubliez pas, pour les États-Unis, ils jouent véritablement leur rôle de gendarme du monde. Hier, c'était les États-Unis au Congo par rapport à la crise congolaise. Bon, alors, qu'adviendra-t-il? Congo-Rwanda. Ah oui, bien sûr, Congo-Rwanda, il y a encore les États-Unis qui s'interrogeaient comment un chef d'État africain s'exprimait bien en anglais. Bon, de temps en temps, c'est le même Trump qui sort encore. Bon, il a cette manie véritablement depuis son accession au pouvoir de traiter les dossiers au niveau international. Mais je puis comprendre que le cas spécifique du Venezuela a été très mal négocié. Et aux yeux du monde, aux yeux surtout des pays comme les nôtres, eh bien, les nouveaux intellectuels que nous sommes restons tout à fait dubitatifs et regardons les traités internationaux violés de cette façon, c'est pas normal. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons une petite minute pour un dernier mot? Sinon, en tout cas, merci beaucoup, Monsieur Ted Azuma. Vous êtes expert géopolitique, directeur exécutif de l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire. Avec vous, nous observions la situation au Venezuela. Merci d'être venu. Merci, et puis, au fur et à mesure, on me dit de continuer parce que le JT n'est pas prêt. Vous allez vous dire, on allait observer un peu la situation pour voir. Alors, il est passé devant le juge. On ne sait pas encore les derniers points. Il sera forcément peut-être condamné. Mis en prison aux États-Unis. Et quel next step, justement? Non, mais au gré des intérêts, il peut être relâché. Vous vous souvenez que l'actuel président syrien était sur la liste noire des États-Unis. Non, l'actuel président. Ah oui, l'actuel, voilà. Il était sur la liste noire, classé terroriste et tout. Et après, quand on a eu besoin de lui, on a levé son nom de la liste noire, on lui a donné un visa, il est venu aux États-Unis et il y a eu la rencontre qu'il a eue avec le président Trump. Élysée? Oui, moi je pense que faut pas qu'on se voile la face. Aujourd'hui, le monde, il y a un certain équilibre de la terreur qui existe. On a plus ou moins ces puissances-là occidentales conduites donc par les États-Unis, et puis on a l'autre bloc mené par la Russie, la Chine et tout le reste qui partent avec. Aujourd'hui, les États-Unis peuvent avoir comme alibi, après avoir mené cette opération, ils mettent dans la balance l'Ukraine.
Mais vous, les Russes, vous êtes tombés en Ukraine. Vous avez bombardé un pays, vous avez annexé ce pays-là. Et vous continuez de mener une guerre depuis plus de 3 voire pratiquement 4 ans. Alors qu'est-ce qui a été reproché justement à l'Ukraine? Elle se rapprochait de l'Europe. Mais c'est là que je vais arriver justement, parce que l'Ukraine a décidé de s'autodéterminer et donc d'aller dans l'OTAN. Voilà tout le déclenchement. La Russie a estimé que, au regard de sa position géographique, ce n'était pas un avantage pour elle. Donc, du coup, elle a engagé une hostilité. Donc, quand elle va brandir le cas Maduro, la Russie et autres, mais les États-Unis ont brandi le cas Zelensky en Ukraine. Voilà, vous avez annexé un pays, vous l'avez attaqué, simplement parce que le pays a décidé de s'autodéterminer et donc d'intégrer une organisation qui est menée par nous. Donc, du coup, aujourd'hui, on peut dire c'est un match nul. Chacun donc se regarde. C'est pourquoi je le rejoins pour dire, je le rejoins quelque part pour dire que là où justement on ne peut pas arriver à la 3e guerre mondiale, parce que chacun a plus ou moins un cadavre dans son placard. Donc quand tu brandis le mien, je brandis le tien, et puis je te dis... On va écouter juste Herman et puis on revient à vous, monsieur. Les États-Unis peuvent brandir également le cas de la Thaïlande face à la Chine. Rapidement, et puis on aura dans la crise russo-ukrainienne, il faut admettre que l'Europe et les États-Unis ont été d'un côté. Et c'est parce que la même chose qu'on est en train d'observer dans le cas vénézuélien. Donc je pense qu'il ne faudrait pas voir l'expédition, la guerre qui se trouve en Russie et contre l'Ukraine, comparer ça à ce qui se passe. Non, mais je ne suis pas d'avis. Les Américains et les Européens, d'accord, mais ont fustigé le fait que la Russie rentre en guerre avec l'Ukraine. Ils ont fustigé ça. Même Maduro, là, tout le monde sait qu'il est proche de la Russie. La Russie, le dernier congrès de BRICS qui ont été faits, on a vu qu'ils étaient très proches de la Russie. Donc, on considère que c'est un bloc auquel il appartient. Écoutons Daouda sur ce point. Daouda, votre point de vue. En même temps, on sait que le président ukrainien Medvedev, j'espère que j'ai bien prononcé. Zelensky, voilà, je veux dire Zelensky, promettait justement dans cette situation de s'emparer du chancelier allemand. On ne sait pas justement où est-ce qu'on ira. C'est pas Zelensky, c'est Medvedev, le premier ministre russe. Allons-y, Daouda. Bon, moi, j'écoute toute cette question de Russie, Ukraine, Crimée et autres. Mais je pense qu'il y a un enjeu aussi. Les comparaisons. Voilà, moi, je ne suis pas dans ces comparaisons-là parce qu'au-delà des enjeux géopolitiques et géostratégiques dont on parlait, il y a un autre enjeu. Il y a un autre enjeu aussi qu'on ne peut. C'est l'enjeu énergétique. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue aussi que aujourd'hui, on a comme l'impression que le président Donald Trump vient de faire main basse sur une station-service géante qui est le Venezuela aujourd'hui. Donc il y a toutes ces questions qui rentrent en ligne de compte. Qui rentrent en ligne de compte. Donc il ne faut pas perdre ça de vue. Donc aujourd'hui là, nous sommes dans une bataille énergétique, dans une bataille géopolitique, dans une bataille géostratégique. Donc c'est pour cette raison que je disais que je comprends. Sincèrement, je comprends. Mais vous ne condamnez pas. Franchement, je comprends, je ne condamne pas. Je comprends, parce que, de vrai, non, ce que je veux dire, ce que j'essaie de... Ça n'a rien à voir avec mon cher ami américain, parce qu'à la vérité, souvent, on est à côté de nous un voisin souvent trop bruyant, un voisin souvent trop hostile. Donc quand ce voisin commence à devenir trop bruyant, trop hostile, je parle du Venezuela. Ou bien vous avez pensé à autre chose? Non, pas du tout. Ah d'accord, je parle du Venezuela. Non, mais je veux dire, c'est un voisin dans un conglomérat. Voilà, donc dans la sous-région. Quand le voisin devient un peu trop bruyant et que ses agissements à lui au niveau interne commencent à devenir problématiques pour vous, bon, souvent, il peut arriver qu'on pose des actes. Je pense que c'est ce type d'acte qu'il a posé, bien que l'acte soit, du point de vue des Nations Unies et du droit international, illégal, je comprends. Mais je ne condamne pas. Rendez-vous au prochain débat.